Bonjour, on est rendu aux vidéos 4 des courses chapitre 5-6 à la page 8 dans vos notes de cours. On va faire l'exemple complet. Donc, vous avez suffisamment d'espace pour faire cet exemple complet, vous, tout sur cette page-là. Donc, on suit les 6 étapes que vous avez au verso, au recto, c'est-à-dire à la page 7, d'une estimation d'une moyenne. Donc, je vais suivre ces 6 étapes-là, mais je vais commencer par lire l'énoncé tranquillement et essayer d'identifier là-dedans les informations essentielles. Donc, on a questionné 65 élèves du cégep. Clairement, ça va être important. Gérard Godin, total des élèves, 1227. Ça aussi, ça risque d'être important. Pour savoir le temps qu'il consacrait à faire de l'activité physique par jour. Cet échantillon nous donne un temps moyen de 25,36 minutes. OK? Avec un écart type corrigé de 6,12. L'écart type corrigé, il n'y a pas trop peur, c'est l'écart type de l'échantillon, le fameux S. Estimons, par intervalle de confiance, le temps moyen consacré à l'activité physique par jour par tous les élèves au niveau de confiance de 90 %. Fait 90 % et la tâche qu'on nous donne à faire, c'est estimer par intervalle de confiance quoi? Le temps moyen. Donc, je pense que c'est assez clair que toutes ces informations-là vont être pertinentes. Donc, on commence. La première section, justement, c'est de donner nos informations. Donc, nos informations, c'est l'étape 1. Je vais nommer ça info. Bien, nos infos sont divisées en 3 catégories. D'abord, population, ensuite échantillon, et ensuite distribution de grand export, ABC. Donc, A, je vais essayer de faire un effort pour bien écrire. A, population. Donc, population ici. Excellent. B, ça va être échantillon, donc je vais le mettre à côté ici. B, ça va être échantillon. Les abréviations sont bienvenues. Et C, ça va être distribution de grand export, je vais le mettre en bas. Donc, d'abord, la variable, c'est quoi? Bien, notre variable, c'est le temps qu'il consacre à faire de l'activité physique par jour. Donc, temps consacré à l'activité physique, c'est notre variable. Je vais le faire le plus court possible. Temps pour activité physique. Là, moi, ça n'écrit pas aussi bien que vous, je suis certain. Voilà. Notre deuxième information, c'est mu. On l'indique pour être sûr de savoir de quoi on parle. Mais mu, dans une estimation, il est toujours inconnu parce que c'est ça qu'on est en train d'essayer d'estimer. Sigma, c'est l'écart type de la population. Est-ce que dans la liste des choses qu'on nous a données, on nous a informé c'était quoi l'écart type? Vous allez me dire, oui, il est là, 6,12, mais non, ça, ce n'est pas l'écart type de la population, c'est l'écart type de l'échantillon. Donc, on va l'enlever. C'est l'écart type de l'échantillon, c'est le S, ce n'est pas le sigma. Sigma, en réalité, ici, là, il est inconnu également. Finalement, dans les informations de la population, c'est le grand N. Mais le grand N, c'est la taille de la population. C'est 1227 parce que c'est le nombre d'étudiants au total dans le cégep. L'échantillon, nos informations sont petit x bar, ensuite S et ensuite petit n. Je suis pas mal certain que vous seriez capable d'aller tous les chercher. Donc, petit x bar, moyenne d'échantillon, écart type d'échantillon et taille de l'échantillon. On avait 65 étudiants qu'on a pigés dans notre petit groupe ici. Et, ben, S, c'est l'écart type corrigé qu'on nous a donné, c'est 6,12. On peut mettre les unités, ou on doit mettre les unités. Et finalement, 25,36, ben, c'est la moyenne qu'on a obtenue dans le petit sondage qu'on a fait. OK. Donc là, tout ce qui nous reste dans la première section, c'est C, distribution de grand X bar. Je vais l'écrire rapidement, c'est pas toujours bon. Donc, distribution de grand X bar. C'est quoi? Il faut aller voir dans nos choix. Donc là, je voudrais faire à la page 7. Là, vous voyez qu'on a des options. Distribution de grand X bar, si n est plus grand ou égal à 30, ou si on connaît sigma et que x suit une loi normale. C'était les deux caractéristiques, les deux critères dans les options qu'on nous demandait dans le théorème central limite pour que ça soit une loi normale. Mais là, on a que n est plus grand ou égal à 30, donc ça va.
Là, regardez, si n est plus petit que 30 et que sigma est inconnu et que x suit une loi normale, c'est une loi de Student. Ah, ben on n'a pas vu ça encore. Ben, ça s'en vient. On va le faire plus tard. Pour l'instant, on fait seulement que compléter parce que nous, on est correct, right? X bar va suivre une loi normale car ben, le premier picot est rencontré. N, c'est 65, c'est définitivement plus grand ou égal à 30. Donc, on est correct. Donc, par le théorème central limite, on a notre distribution. Deuxième étape. Ben, la deuxième étape, si vous regardez la page 7, c'est niveau de confiance, faire dessin de la courbe et identifier dessus les infos essentielles, les axes, valeur des aires, la valeur voulue de Z ou T trouvée dans les temps. All right. Donc, je commence, je fais mon dessin. Donc, 2, dessin. Mon dessin, il a l'air de quoi? Bien, toujours la même chose. Il a l'air d'une loi normale. Je peux la faire assez grosse. Et cette distribution-là, c'est toujours grand X bar. En dessous, bien, on met la distribution de code Z, c'est toujours la même chose. Et on fait une belle courbe normale pour que ça ait l'air d'un bell curve en anglais. Donc ici, ce qu'on peut rajouter comme information que je n'avais pas mis la dernière fois que je l'ai faite, c'est mu. Et la code Z au centre, c'est toujours 0. Et là, ce qu'on nous dit, c'est le niveau de confiance, c'est la probabilité que notre variable grand X bar prenne une valeur suffisamment proche de mu pour être dans l'intervalle. Bien, ça, on appelle ça le niveau de confiance. Et dans notre énoncé, on nous a demandé d'avoir un niveau de confiance de 90%. Donc, ce niveau de confiance-là, bien, on l'écrit là. C'est l'aire de la courbe au centre. Sous la courbe au centre. Bien, les deux valeurs qu'on va obtenir ici, on sait que c'est tout symétrique. On divise l'aire restante en deux. Bien, on appelle ça alpha sur 2. Ça, on appelle ça le niveau de confiance. C'est 1 moins alpha. Niveau de confiance. Et ça ici, c'est alpha sur 2. Mais dans notre cas, ça va être 0,05 parce qu'il reste 10%, on le divise en 2. Ça, c'est ce qu'on appelle alpha sur 2. Et donc, de ce côté-là, c'est aussi 0,05 parce que c'est symétrique. Bien, ce qui nous reste à écrire sur notre dessin, c'est simplement la valeur de code Z ici qui nous intéresse. On l'appelle Z alpha sur 2 pour l'instant parce qu'on ne la connaît pas. C'est la même des deux bas. Une positive, une négative de part et d'autre de 0. Et donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver cette valeur-là. Donc là, je vais l'écrire en dessous. Vous pouvez l'écrire à côté si vous avez plus d'espace sur votre feuille comme ça. Mais essentiellement, ce qu'on veut expliquer, c'est que la probabilité que Z se trouve entre ces deux valeurs-là, ici, la probabilité qu'on se trouve entre les deux, c'est 90%. On peut écrire ça ou on peut sauter un petit peu d'étape et tout de suite passer à la prochaine chose qui est que la probabilité que Z soit plus grand que Z alpha sur 2, bien, elle doit être égale à 0,05. Évidemment, les étapes, il y en a beaucoup, mais si on en skip un petit peu, c'est vraiment pas la fin du monde, on ne sera pas très exigeant là-dessus. L'important, c'est de comprendre la démarche. Donc, ça ici, c'est équivalent à dire que la probabilité que Z soit plus petit que Z alpha sur 2 est égale à 0,95. Donc, ça, c'est l'aire de tout ce qui est en bas de la valeur de Z qu'on cherche. Donc, tout ça. Eh bien, ça, c'est la géométrie qu'on veut pour aller lire dans la table. Donc là, on est prêt à aller lire dans la table et la valeur qu'on obtient pour une code Z pour une probabilité de 0,95, on la cherche dans le milieu de la table, bien, on va arriver à quelle valeur de code Z? Et vous allez voir que 0,95 n'est pas dans la table, au milieu, mais il y a deux valeurs qui sont à égale distance. Donc, on a 0,9505 et on a 0,9495. Et donc, on est à égale distance des deux bords. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la valeur à droite et la valeur. On va aller chercher ces deux valeurs de code Z et on va faire la moyenne. Donc, ce qu'on obtient, c'est que notre Z alpha sur 2, c'est la moyenne entre 1,64 et 1,65.
Donc, ça donne 1,645. C'est la difficulté avec les tables. Vous pouvez évidemment aller revoir les vidéos qu'on avait faites au cours précédent là-dessus ou nous poser des questions là-dessus, évidemment. Donc, ça, c'était l'étape 2. On est rendu à l'étape 3. On a notre valeur de code Z. L'étape 3, ce qu'on nous dit à la page 7, c'est qu'on doit calculer l'écart type. Et là, il faut se souvenir, peut-être qu'on va avoir besoin du facteur de correction, peut-être pas. Donc, étape 3, c'est ce qu'on appelle l'écart type. On veut l'écart type de notre distribution d'échantillonnage. Et là, par contre, N, c'est 1227. Et là, on a fait exprès, ça se trouve à être trop petit. Ça, c'est plus petit que 20 fois petit n, qui est 20 fois 65, qui est en réalité 1300. Donc, parce que notre taille de population est relativement trop petite à notre taille d'échantillon, ça nous prend le facteur de correction. Ça veut dire que notre sigma de grand X bar va être en réalité égal à sigma sur racine de n fois racine de n moins n sur n moins 1. Formule beaucoup plus grosse, n moins 1. Et là, par contre, on ne va pas utiliser sigma parce qu'on ne l'a pas. On va, comme d'habitude, utiliser tout simplement S. Donc ici, ça va être S. Et là, on pourrait dire que c'est à peu près égal. Mais là, c'est laid. Donc, je vais juste le laisser comme ça. Voilà. Donc, on fait le calcul. Ça, c'est 6,12. Tout ça divisé par racine de 65, multiplié par racine de 1227 moins 65. Tout ça divisé par 1227 moins 7 moins 1. Et là, ce calcul-là nous donne environ 0,74. Et là, peut-être une petite remarque. Quand vous faites vos calculs, on est toujours mieux, si c'est une valeur qu'on va réutiliser dans un prochain calcul, on est toujours mieux de garder les décimales. Donc, j'ai écrit 0,74, mais vous pouvez garder des décimales. C'est-à-dire, vous gardez la valeur exacte dans votre calculatrice pour votre prochain calcul. Donc, ça se peut que vous n'arriviez pas exactement aux mêmes valeurs que moi, c'est parce que moi, j'ai gardé la valeur exacte dans ma calculatrice. C'est pas la fin du monde si on ne le fait pas, mais le plus de précision possible, c'est le mieux. Donc, 0,74 minutes, c'est l'écart type de ma distribution échantillonnaire. Quatrième étape, à la page 7, c'est la marge d'erreur. Donc, la marge d'erreur, c'est toujours Z alpha sur 2 fois sigma de grand X bar. Là, vous avez une autre option à côté, mais ça va être pour la loi de Student qu'on n'a pas fait encore. Donc, comment on fait ça? Mais c'est E qui est égal à Z alpha sur 2 fois sigma de grand X bar. Et là, nous autres, on a obtenu 1,645. Ça, c'est vraiment pas bon. 1,645. Tout ça fois 0,74. Et là, ça nous donne quoi? Ça nous donne environ 1,22 minutes. Ça, c'est notre marge d'erreur. OK. Cinquième étape, ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est celui qu'on construit autour de petit x bar. Donc, c'est x bar moins e, x bar plus e. Donc là, on va dire mu un certain pourcentage de chance de se trouver à l'intérieur de cet intervalle de confiance. X bar moins e, x bar plus e. Évidemment, vous pouvez écrire juste la réponse, puis tous les calculs, c'est très lourd à un moment donné. Là. Vous pouvez raccourcir, couper les coins un petit peu. Donc là, mon calcul, c'est ma moyenne de mon échantillon qui était 25,36 moins 1,22 que j'ai obtenu. Donc 1,22. Et là, ici, c'est 25,36 plus 1,22. Et tout ça donne une valeur de 24,12 jusqu'à 26,58 minutes. On peut mettre l'unité à côté. Sixième étape, c'est l'interprétation. Donc, l'interprétation, c'est quoi?
j'avais déjà fait une phrase, mais on peut se baser toujours sur la phrase standardisée qui nous est donnée dans la liste ici, à la page 7. Il y a niveau de confiance, % de chance, donc dans notre cas, 90% de chance, que la moyenne de blablabla se situe dans l'intervalle donné. Donc, nous ici, ce dont on parle, c'est des durées d'activité physique pour un ensemble d'étudiants. 1227, nous, on en a seulement échantillonné, questionné 65. Et donc, notre interprétation, c'est la suivante. Il y a 90% de chance, c'est ça notre niveau de confiance, que la durée moyenne d'activité physique se situe entre ces deux valeurs-là. Donc 24,14. Moi, j'ai écrit 12, là, mais c'était 24,14 ici. 24, je suis en train de faire la même chose, 24,14. Donc 24,14 minutes et 26,58 minutes. Et voilà. Donc, aux prochaines vidéos, on va parler du cas où on doit utiliser la loi de Stude.